ce soir, nous allons aborder la politique régionale de l'Arabie saoudite. Je pense que ce débat se passe à un moment important, puisque d'un côté, il y a un changement de souverain en Arabie saoudite. De l'autre, il semble qu'on va vers un accord irano-américain qui risque de beaucoup fâcher les Saoudiens. Et troisièmement, ils sont confrontés, comme vous savez, à une insurrection au Yémen qui n'est pas tout à fait conforme à leurs intérêts. Et on sait que le Yémen a toujours été, pour l'Arabie saoudite, un point stratégique. Donc on est vraiment dans un moment important. Et donc pour en parler aujourd'hui, on a trois contributeurs. Olivier Dallage, qui est journaliste à RFI, spécialiste des questions internationales et qui est aussi l'auteur d'un livre sur la géopolitique de l'Arabie saoudite, qui va parler de la position régionale de l'Arabie saoudite, un peu de manière générale. Ensuite, nous aurons David Rigoulet-Rose, qui est chercheur et enseignant rattaché à l'Institut d'analyse stratégique, qui va parler des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui est aussi évidemment un sujet important. Et enfin, Denis Bochart, qui est ancien ambassadeur de France en Jordanie et qui a été directeur de la division Afrique du Nord, Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, et qui va parler des relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Donc, chacun des intervenants va parler environ 20 minutes de manière à ce qu'on puisse avoir une quarantaine de minutes de discussion. Et donc, je passe la parole tout de suite à Olivier Dallage. Bonsoir. Le jeudi 22 janvier dernier, en fin d'après-midi, le roi Abdallah d'Arabie saoudite est mort. Et le même jour, le président du Yémen remettait sa démission consacrant la victoire, en tout cas temporaire, puisque tout est toujours temporaire, de ce qu'on appelle la rébellion Houthi. Et je crois qu'on ne pourrait pas mieux illustrer les défis qui accueillaient le nouveau roi, le roi Salman, quand il prend les rênes, le trône, avec tous les dangers qui menacent de partout, à l'extérieur et à l'intérieur, l'Arabie saoudite. Ça a toujours été vrai que l'Arabie soit cernée par les dangers, mais peut-être qu'on peut dire que c'est encore plus vrai dans la période que nous vivons actuellement. On va commencer de manière concentrique par la péninsule arabique elle-même. La péninsule arabique, il y a l'Arabie, il y a les autres monarchies du Golfe, et puis il y a le Yémen. Le Yémen dont la population est équivalente, légèrement supérieure à celle de l'Arabie saoudite, et qui a toujours été considéré par les Saoudiens comme un problème non pas de politique étrangère, mais de politique intérieure. La légende veut que sur son lit de mort, le fondateur du royaume, Ibn Saoud, le roi Abdelaziz, ait dit à ses fils « Le bonheur du royaume réside dans la misère du Yémen ». Alors on ne sait pas si c'est vrai. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les Yéménites pensent que c'est vrai. Et ça, c'est une dynamique qui explique beaucoup de choses. Les Saoudiens ont toujours financé les uns et les autres au Yémen pour entretenir une instabilité chronique à un niveau gérable et acceptable. Le problème, c'est qu'il y a des moments où tout ça se met en auto-allumage, et ça a été le cas notamment lors des manifestations, des soulèvements de 2011, parce que le printemps arabe au Yémen s'est montré sensiblement plus violent que dans d'autres pays où ça se passait au même moment. Ce n'est pas le cas de la Syrie, mais je veux dire, la discussion se faisait au canon et au char lourd. Et c'est dans ces conditions que la transition négociée par les pays, les monarchies du Golfe, est intervenue. Alors, ces rebelles qu'on appelle les Houthistes, du nom de la tribu qui vient des montagnes du nord du Yémen, puisqu'à l'origine ils sont originaires d'un petit village qui s'appelle Houth, on dit que ce sont des chiites. En fait, ce sont des haïdites, c'est une des formes du chiisme, mais comme un peu plus du tiers de la population du Yémen, y compris le président Ali Abdallah Saleh, qui avait entamé le combat contre cette rébellion avec le soutien des Saoudiens. Donc ça n'est pas totalement réductible à ce genre de caricature. Ce qui est vrai, c'est que les Saoudiens, d'emblée, ont considéré que c'était une rébellion chiite soutenue par l'Iran. Ils lui ont même fait la guerre en envoyant des avions bombarder leur place forte, leur région. Ça a été un échec lamentable, c'était en 2009. Et il y a comme ça ce
ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, à force de dire que les Houthis sont soutenus par l'Iran, l'Iran s'est dit, finalement, ces gens-là, peut-être qu'on ferait bien de les soutenir. Et effectivement, ils ont reçu un soutien politique, probablement aussi financier, peut-être même militaire. Mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que du point de vue des Saoudiens, la victoire des Houthis, c'est une victoire de l'Iran et donc une défaite cuisante dans la grande bataille que se mènent ces deux pays de la région. L'autre chose, c'est que plus les Houthis gagnent au Yémen, plus les sunnites, qui restent malgré tout la majeure partie de la population, tendent à apporter leur soutien à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dont le Yémen est une place forte, peut-être même son lieu de naissance. Et ça n'est pas non plus une bonne nouvelle pour les Saoudiens, parce que AQPA, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, veut la peau de la monarchie des Saouds. Donc, pile, je perds, et face, tu gagnes. Dans les deux cas, ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'Arabie saoudite. Et c'est surtout que cette instabilité que les Saoudiens ont toujours entretenue au Yémen a atteint, comme je le disais tout à l'heure, un niveau qui n'est pas contrôlé. Et ça, c'est dangereux pour l'Arabie saoudite parce que ça peut avoir un effet boomerang. Au niveau du Conseil de coopération du Golfe, qui est ce club des 6 monarchies de la péninsule arabique, les choses vont mieux avec le Qatar. Après quelques années de brouille très sévère, en mars de l'année dernière, donc il y a tout juste un an, 3 ambassadeurs des pays du Golfe avaient étaient rentrés chez eux, avaient quitté Qatar, accusés de soutenir les mouvements terroristes, c'est-à-dire en fait les frères musulmans. Je vous passe les détails. On s'est un peu rabiboché parce que le Qatar, à partir du mois d'août et de septembre, a mis, j'allais dire, beaucoup dans son vin. C'est peut-être pas très heureux pour la région. En tout cas, a cédé sur beaucoup de points aux exigences égyptiennes et donc saoudiennes. Et une réconciliation était nettement en marche à la mort du roi Abdallah. Elle s'est poursuivie après avec le nouveau roi Salman. Sauf que les Émirats arabes unis, qui sont à la tête du combat contre les frères musulmans, ne l'entendent pas cette oreille. Et donc, l'accord n'est pas parfait toujours entre les monarchies du Golfe, ce qui embête beaucoup l'Arabie saoudite, qui aujourd'hui voudrait mettre l'accent sur l'unité des pays chiites. J'y reviendrai. Et puis, il y a le petit royaume de Bahreïn, où le soulèvement chiite, là pour le coup il est vraiment chiite, de 2011, a été écrasé par une force très brutale et beaucoup de constance, mais les problèmes n'ayant pas été résolus, ça reste un chaudron, et ça n'est pas non plus une bonne nouvelle pour l'Arabie saoudite, qui dans un premier temps a certainement soutenu et encouragé la répression, mais qui, au bout d'1 ou 2 ans, souhaitait que les autorités de Bahreïn fassent preuve d'un peu plus de compréhension pour un dialogue qui ne remette pas en cause l'équilibre global, mais justement qui calme les tensions. Et puis, il y a cette nouveauté qu'on appelle l'État islamique. Alors, c'est essentiellement en Syrie et en Irak. C'est un problème parce qu'il y a un certain nombre de volontaires issus de la péninsule arabique, et notamment de l'Arabie saoudite. On parlait d'1 millier de volontaires, peut-être qu'ils sont un peu plus maintenant. Et puis, il faut bien reconnaître que cet État islamique a bénéficié pour le moins d'une grande ambiguïté, voire de bienveillance de la part de secteurs importants de la population, voire dirigeants, parce que ce sont ceux qui mettent la pâtée aux chiites soutenus par l'Iran en Irak et au régime de Damas. Or, l'ennemi principal, c'est bien l'Iran, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui peut affaiblir l'Iran est bon, même si c'est l'État islamique. Le problème, c'est que au mois de novembre dernier, le calife de l'État islamique, al-Baghdadi, a fait un discours dans lequel il s'est référé au royaume en disant les 2 lieux saints, al-Haramain, donc pas de référence à la famille. Il a même fait un jeu de mots sur la famille al-Saoud qui était peut-être pas très plaisant pour les oreilles de la dynastie. Et puis, il n'a pas caché finalement que le but de l'État islamique, c'est pas de s'arrêter aux frontières des monarchies corrompues du Golfe. Donc, les Saoudiens, s'ils avaient des doutes, maintenant non plus. Ils savent que non seulement Al-Qaïda, mais aussi l'État islamique en a après eux. Donc, on ne peut pas faire preuve de trop de complaisance à leur égard. Pour se protéger, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme beaucoup d'autres, on fait un mur. On fait un mur à la frontière entre l'Arabie saoudite et l'Irak. Problème, le mur, il empêche peut-être de passer, ça reste à voir, mais ceux qui sont de l'autre côté du mur, ceux qui sont déjà à l'intérieur, parce qu'il ne fait pas de doute qu'une partie non négligeable de la population saoudienne a des indulgences, pour le moins, à l'égard des djihadistes, qu'ils soient d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Donc ce problème-là
n'est pas réglé non plus. Et puis, il y a le fait que l'Arabie saoudite, entraînant un peu les pieds, comme les autres pays du Golfe, ont rejoint la coalition menée par les États-Unis contre Daesh. Ils l'ont fait sans enthousiasme pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire l'ambiguïté de beaucoup de secteurs de la population et même de dirigeants saoudiens à l'égard de l'État islamique. Enfin, ils l'ont fait parce qu'il y avait de fortes pressions américaines, parce qu'ils savent bien qu'au bout du compte, quoi qu'on dise des États-Unis, on va développer ça tout à l'heure avec Denis Beauchard, il n'y a pas de remplacement pour les États-Unis. Ce n'est pas la Chine, la Russie ou qui que ce soit d'autre qui va venir garantir la sécurité du royaume. Donc, ils sont dans cette coalition. Et évidemment, dans ces conditions, il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'indulgence, mais il n'en avait de toute façon pas de la part de l'État islamique. L'Iran. Là aussi, on va en parler tout à l'heure avec David Rigoulet-Rose, mais vu de l'Arabie saoudite, on est encerclé par l'Iran. Il y a un certain nombre d'années, l'Iran était présent par des alliés au Soudan. Le Yémen, j'en ai parlé. L'Iran, bien évidemment. Bahreïn, j'en ai également touché un mot. L'Irak. Alors ça, du point de vue saoudien, c'est George Bush qui a amené les Iraniens à Bagdad. Et ils n'ont pas changé d'avis sur la question. Donc il faut, pour se protéger, faire un front sunnite. Mobiliser les États, les mouvements sunnites de la région. Donc forcément l'Arabie saoudite et les 5 autres monarchies du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie. Ah oui, mais problème, c'est que l'Égypte, comme les Émirats arabes unis, ont décidé que les frères musulmans étaient des terroristes et qu'il fallait les exterminer, la Turquie est dans un point de vue absolument différent. Et de ce point de vue-là, peut-être que Salman est un petit peu moins obsédé par les frères musulmans que ne l'était sur la fin de sa vie le roi Abdallah. Et au début du mois de mars, le président Sisi d'Égypte était à Riyad et le même jour, l'Arabie avait invité Erdogan, donc le président turc, à venir. Ils ne se sont pas rencontrés, mais on constate qu'après le départ des deux, les échanges d'amabilité entre la Turquie et l'Égypte ont baissé d'un niveau. Parce que, eh bien, encore une fois, très certainement, l'Arabie saoudite a insisté auprès de ses deux alliés sur la nécessité de ne pas se diviser face aux périls chiites et iraniens. Donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut voir la volonté du nouveau roi d'Arabie saoudite, mais déjà esquissée par son prédécesseur, de pardonner ou d'être moins punitif à l'encontre du Qatar. Au plan global, et j'en terminerai là, il y a cette tension persistante avec les États-Unis dont on va reparler. Il y a aussi une dimension économique avec la baisse du prix du pétrole. C'est une baisse qui a des raisons mécaniques, mais aussi des raisons politiques. Les Saoudiens ont décidé, à partir du milieu de l'année dernière, d'inonder le marché pour plusieurs raisons. La principale, c'est celle qu'ils avaient déjà fait valoir en 1986, préserver coûte que coûte leur part de marché. La part du marché pétrolier, c'est la part de l'influence politique de l'Arabie saoudite. Et donc, ils ne veulent pas que la part du pétrole saoudien baisse dans la consommation mondiale. Deuxièmement, l'Arabie saoudite a certes une population qui va grandissant, mais rien à voir avec des pays comme l'Iran, qui ont une forte population et pour qui une baisse du prix du pétrole a des conséquences très directes sur le niveau de vie de la population, bien plus que l'Arabie saoudite, qui de toute façon a un point d'équilibre de son budget à un peu plus de $100 le baril. Il est aujourd'hui à 50, mais ils ont 750 milliards de réserves, et donc ils peuvent puiser dans ces réserves le temps nécessaire pour mettre l'Iran à genoux. C'est en tout cas le calcul qui est fait. Mais derrière l'Iran, il y a la Russie qui soutient à la fois Bachar al-Assad et l'Iran. Et puis enfin, il y a les États-Unis qui ont eu l'outrecuidance avec leur gaz de schiste de faire croire qu'ils pourraient se passer du pétrole du Golfe et donc en quelque sorte découpler leurs intérêts stratégiques de ceux de la monarchie saoudienne. Et là aussi, ça oblige un certain nombre de petits explorateurs, d'exploitants aux États-Unis à fermer boutique parce qu'à $50 le baril, ça n'est juste plus rentable.
Et puis on a appris ces derniers jours que l'Arabie saoudite avait supplanté l'Inde comme le principal importateur d'armes du monde. L'Inde, c'est quand même un grand pays qui a une grande armée. L'Arabie saoudite devient numéro 1. Alors il faut bien comprendre qu'en Arabie saoudite, l'achat d'armes n'a pas véritablement de signification militaire. Et je crois qu'on l'a vu lors de l'invasion du Koweït et ce qui s'en est suivi en 90-91. Ça a 3 fonctions. La première, c'est une prime d'assurance. J'achète de la quincaillerie très chère à un pays, je l'intéresse à ma défense. Et donc, j'élargis la palette de mes... pas de mes clients, enfin, c'est moi qui suis client en tant qu'Arabie saoudite, mais d'une certaine manière, ils sont aussi un peu mes obligés, et donc ils devraient logiquement venir à mon secours si j'ai des problèmes. Et enfin, donc c'est un peu une prime d'assurance. Et enfin, bien entendu, ça génère des commissions qui permettent, en cascade, de s'acheter des loyautés. Ça a toujours fonctionné comme ça, et pour le moment, rien n'indique que ça a changé. Donc, j'en termine avec cette réflexion. Pour l'Arabie saoudite, la diplomatie, c'est toujours un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'en étant plus ami avec quelqu'un d'autre ne va pas y perdre. Donc si les États-Unis se rapprochent de l'Iran, ce qui est manifestement le cas depuis un certain temps, c'est forcément au détriment de l'Arabie saoudite. Il ne peut pas y avoir un mouvement qui ne soit pas un mouvement de balancier. Le gain de l'adversaire, c'est forcément ma perte. Deuxièmement, il y a des contradictions majeures ou des dilemmes, comme vous voudrez, dans la situation de l'Arabie saoudite. D'un côté, ils sont vent debout contre la politique américaine dans bien des domaines, notamment vis-à-vis de l'Iran, mais de l'autre, ils ne peuvent pas se passer des États-Unis, donc ils sont obligés d'être avec eux dans une coalition. Et cette coalition, d'ailleurs, est rendue nécessaire par le fait que des gens avec lesquels on serait peut-être proche idéologiquement veulent prendre notre place. Deuxièmement, on veut faire un front sunnite et donc associer tous les sunnites contre le péril chiite. Le problème, c'est qu'au sein de ce front sunnite, il y a des gens qui sont des ennemis mortels, comme par exemple les Égyptiens, le gouvernement égyptien et celui des Émirats arabes unis d'un côté, et les frères musulmans de l'autre. Et donc, la grande interrogation sur Daesh. Voilà. Beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de contradictions et une Arabie saoudite. Merci Olivier. Donc le deuxième intervenant va parler des relations avec l'Iran, un sujet d'autant plus important qu'on annonce, même si ce n'est pas encore tout à fait confirmé, que vendredi, il y aura un accord sur le nucléaire entre les Iraniens et entre les Iraniens et les Américains. Merci. Alors, c'est sûr que le contexte actuel concernant la finalisation potentielle d'un accord sur le nucléaire est un sujet de préoccupation majeure pour les Saoudiens. On peut parler d'une véritable obsession iranienne de la part de l'Arabie saoudite. Pour preuve, je mentionnerai deux citations qui sont, à mon avis, assez éclairantes pour percevoir le problème pour les Saoudiens. C'était une citation qui est attribuée au roi Feu, le roi Abdallah, qui avait été révélée par Wikileaks en novembre 2010, mais qui est un câble qui remontait à avril 2008, où le roi Abdallah enjoignait le président américain de couper la tête du serpent, en l'occurrence le serpent iranien. Et puis, dans le même registre, une déclaration lors d'une interview de Saoud Al-Faisal, qui est le ministre des Affaires étrangères saoudien, qu'il avait accordé en début 2007 au Figaro, à Paris, où il stigmatisait les ingérences iraniennes dans la région et en les mettant en garde, ne vous ingérez pas dans nos affaires, sous-entendu arabes, elles ne vous concernent pas. Et donc, c'est ce même prince Saoud Al-Faisal qui vient d'être reconduit là, par le nouveau roi, le 10 mars 2015. C'est pas anodin parce qu'il y a une forme de logique d'affichage où il y avait des rumeurs qui laissaient entendre qu'il pourrait partir. Manifestement, il y a un souci de continuité. Il est en poste depuis 1975, donc c'est vraiment un vieux de la vieille, si on peut dire. Il a servi 4 rois, il connaît très bien tous les tenants, les aboutissants régionaux. Et dans ce cadre-là, il a en face de lui quelqu'un qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus active, qui est Jawad Zarif, qui est donc nommé par le nouveau président iranien. Chose intéressante, le président iranien qui a souvent été présenté comme l'arabiste du sérail iranien. Le fait est qu'il a à son côté le membre du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien et un arabe du Khuzistan.
c'est l'amiral Shamkhani, qui se trouve avoir reçu en 2004 la plus haute distinction saoudienne de Lord Abdulaziz Al Saoud pour son rôle dans le développement des relations entre les pays arabes, entre l'Iran et les pays arabes. Ça ne manque pas de sel vu le contexte actuel, dans la mesure où les tensions n'ont jamais été aussi fortes et qu'il y a un choc que finalement l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est un peu le choc de deux ambitions concurrentes, contrariées ou contrariantes. J'aurais tendance à dire qu'il y a derrière ces ambitions une instrumentalisation de la variable ethno-confessionnelle qui renvoie directement à ce choc des ambitions. D'ailleurs, la problématique de la terminologie est assez révélatrice. Quand on parle du Golfe, il faut marcher sur des œufs. On ne sait jamais si c'est le Golfe Persique, arabo-persique, etc. Même si la dénomination onusienne a validé celle de Golfe Persique. Mais enfin, on voit bien que les tensions ne sont pas uniquement langagières et que derrière tout ça, il y a évidemment des enjeux considérables. Avec une forme effectivement de prophétie autoréalisatrice qui est en train de se jouer aujourd'hui, même si en arrière-plan, il y a un certain nombre de représentations qui sont opératoires, notamment entre les Arabes d'un côté au sens large et puis le peuple iranien relevant d'une autre famille linguistique, avec la question évidemment de la diffusion de l'islam qui revient à la partie arabe. Et c'est pas forcément un hasard si, historiquement, la dynastie séfévide a fait le choix de la confession, enfin de l'obédience chiite, justement, que c'était une manière de prendre ses marques et de restaurer une identité perse en contrepoint de la majorité du monde sunnite, plutôt arabe, voire turc historiquement. Et donc, dans le cadre de cet affrontement de représentation, il y a un certain nombre de moments forts qui ont jalonné les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Sans remonter très loin, il faut quand même rappeler les émeutes de la Mecque à l'été de 1987. Il faut avoir à l'esprit que c'est 10 ans après la révolution islamique qui avait été vécue par les pétromonarchies comme un danger vital, entraînant une logique de containment avec la bénédiction américaine évidemment. Et puis ces émeutes qui de pèlerins iraniens poussaient en sous-main effectivement à une agitation avec plusieurs centaines de morts. Déjà, on voyait bien que la contestation, j'allais dire, du monopole des lieux saints par le souverain saoudien était rentré dans le jeu d'une instrumentalisation politique de la part effectivement de l'autre rive du Golfe. Mais le vrai tournant, à mon sens, c'est l'affaire irakienne, plus récemment, avec le renversement effectivement de Saddam Hussein, qui était le représentant en Irak de la minorité sunnite, il faut le rappeler, dans un pays majoritairement chiite, qui renvoie effectivement à l'obédience iranienne en termes religieux. Et dans ce cadre-là, le roi Abdallah de Jordanie, en 2004, avait lancé justement l'idée, dans le cadre d'une déclaration un peu tapageuse, l'idée d'un croissant chiite qui serait en voie de constitution dans le prolongement du renversement de Saddam Hussein et qui partirait de l'Iran jusqu'au bord de la Méditerranée avec le Hezbollah chiite, en passant par la Syrie bassiste mais alawite, c'est-à-dire qui est une branche du chiisme, et puis désormais effectivement une majorité arithmétique chiite au pouvoir à Bagdad. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette représentation plus ou moins autoréalisatrice, effectivement, néanmoins, il y a une modalité opératoire, puisqu'on voit qu'il y a une forme de Janus conflictuel qui s'est activé, avec une réactualisation de l'opposition chiite-sunnite, finalement, derrière cette logique de puissance, à travers laquelle les Saoudiens sont évidemment omniprésents. Cette déclaration du roi Abdallah en 2004 avait été le reflet des inquiétudes de l'ensemble des pétromonarchies de la région, tout particulièrement de l'Arabie saoudite,
pour 2 raisons essentielles. C'est que il y a une partie de ces pétromonarchies ont sur leur propre sol des minorités chiites importantes. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, et cette minorité chiite est mal placée, si on peut dire, pour Riyad, puisqu'elle est dans la région orientale. Les chiites représentent à peu près entre 10 et 12% de la population saoudienne. Ils ont toujours été considérés comme des citoyens de seconde catégorie en Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite se veut, la Mecque, sans mauvais jeu de mots, du sunnisme wahhabite. Et en l'occurrence, cette minorité chiite se trouve située sur la zone pétrolière, ce qui explique évidemment les inquiétudes iraniennes par rapport à certaines politiques supposées venant de l'autre rive du Golfe, en l'occurrence de l'Iran. Et puis, il y a même un cas particulier qui était évoqué par M. Dallage, en l'occurrence Bahreïn. Là, ce n'est pas une minorité, c'est une majorité de chiites gouvernée par une dynastie proche, une dynastie sunnite très proche de l'Arabie et des Émirats. Et là, il y a toujours derrière tout ça l'idée d'une 5e colonne potentielle et d'un complot qui serait fomenté depuis Téhéran pour déstabiliser effectivement les pétromonarchies du Golfe. Qui ont une difficulté à gérer, à savoir c'est une population bien moins importante que celle de l'Iran, et donc un déséquilibre qui n'est pas en leur faveur. Et c'est probablement dans ce cadre-là que l'Arabie Saoudite a eu l'idée pour faire contrepoint à ce supposé croissant chiite, d'établir, de structurer un arc sunnite qui était évoqué justement, un arc sunnite qui passerait par le soutien ponctuel en fonction des théâtres régionaux aux clients sunnites, si on peut dire. Ça a été le cas justement avec l'affaire irakienne, puisque pendant les années de la guerre civile confessionnelle, effectivement, il est clair que la minorité sunnite irakienne a bénéficié très abondamment de l'aide des Saoudiens et des autres pétromonarchies. Et donc on voit bien que dans ce cadre-là, on rentre dans un engrenage potentiellement dévastateur qui instrumentalise, si on peut dire, la variable confessionnelle, parce qu'elle est susceptible effectivement de servir les intérêts de puissances qui s'opposent sur le plan géopolitique. Et ce janus conflictuel a pris un tour particulier dernièrement, notamment avec 2 cas d'école. Un 3e qui sera le Yémen, mais que vous avez déjà évoqué assez abondamment, donc je n'y reviendrai pas. Mais en tout cas, le premier cas d'école, si on peut dire, de cet affrontement par procuration, c'est le cas syrien, puisque dans le prolongement des printemps arabes et des premières manifestations pour contester le pouvoir de Bachar el-Assad, en l'occurrence, qui est le représentant d'une minorité alaouite, donc une variante particulière du chiisme, il se trouve que le pouvoir de Bachar el-Assad est le seul État arabe allié de l'Iran, et donc on voit bien que ce qui était vu comme le maillon faible par les Saoudiens a fait l'objet d'une tentative, c'est vrai, délibérée de déstabilisation au profit d'une majorité sunnite qui s'estimait, à tort ou à raison, en l'occurrence probablement à raison, largement marginalisée sur l'échiquier du pouvoir syrien. Avec, on peut dire, un échec relatif. Le bilan est plutôt mitigé dans l'affaire syrienne, puisqu'on voit bien que finalement, le soutien au groupe sunnite a bénéficié à l'extrémisme sunnite, ce qui n'est pas forcément une surprise, dans la mesure où les plus efficaces pour effectivement déstabiliser le régime n'étaient pas forcément les plus modérés. Et puis ça faisait le jeu, d'ailleurs, ça validait la grille de lecture, confessionnelle sur le terrorisme du pouvoir en place à Damas. Donc il n'est pas surprenant que le cas syrien ait pris l'ampleur que l'on connaît aujourd'hui.
Et puis il y a le deuxième cas, c'est l'affaire de Bahreïn, lorsque toujours dans le prolongement des printemps arabes, lorsque effectivement la population à Bahreïn a revendiqué un certain nombre de droits à faire valoir. Le problème, c'est que on est dans une configuration particulière puisque ça a tout de suite été interprété par la famille, la dynastie au pouvoir comme une revendication cachée, enfin en tout cas un calcul caché au profit d'une déstabilisation interne, avec l'idée supposée le risque en tout cas de l'établissement d'une nouvelle république islamique à Bahreïn. Et c'est ce qui est directement à l'origine de l'intervention militaire des Saoudiens, qui considèrent que Bahreïn finalement peut être considéré comme une 14e province saoudienne, en sachant que Bahreïn jouxte évidemment la province orientale du royaume saoudien, lequel est peuplé déjà de chiites. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de surinterprétation de la part des Saoudiens sur ce danger potentiel d'une 5e colonne qui entraîne, on est dans une logique de plus en plus de guerre par procuration, avec un nouveau théâtre qui s'est ouvert au Yémen, qui effectivement préoccupe énormément les Saoudiens, parce que le mouvement de Sarrallah est considéré comme un nouveau potentiel Hezbollah sur son flanc sud. Et on retrouve à nouveau cette obsession iranienne qui voit un certain intérêt à susciter les inquiétudes de son ennemi héréditaire. Pour finir, je dirais qu'on est clairement aujourd'hui dans ce phénomène de prophétie autoréalisatrice, avec le risque néanmoins justement que le processus devienne incontrôlable et qu'on se retrouve dans la situation d'une forme de guerre de 30 ans qui prennent un tour ethno-confessionnel en instrumentalisant l'affrontement chiite-sunnite. Et donc, au regard du bilan qui peut être fait, la situation n'est pas aussi favorable qu'espéré pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a aujourd'hui l'impression d'être en quelque sorte assiégée sur ses frontières, et d'autant plus assiégée que ses anciens clients sont susceptibles, en l'occurrence sunnites, dans leur variable extrémiste, sont susceptibles de se retourner également contre elle. Donc ça fait beaucoup de dangers à ses portes, et ce qui fait pour l'instant le jeu évidemment de l'Iran, et qui est perçu comme la validation de la grille de lecture respective. Merci. Donc, la dernière intervention, c'est Denis Bochart qui va parler des relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Voilà, ce sont des relations du type « je t'aime, moi non plus », mais je vais élaborer sur ce point. Peut-être d'abord un point d'histoire. Je crois qu'il faut rappeler que les États-Unis ne sont véritablement arrivés au Moyen-Orient qu'au milieu du XXe siècle. Et ils ont eu comme, je dirais, cible, d'une part l'Iran et d'autre part l'Arabie saoudite. Effectivement, jusqu'alors, le Moyen-Orient était un terrain où Français et Britanniques se chamaillaient, mais contrôlaient l'ensemble de la situation. Donc les Américains sont arrivés comme des nouveaux venus, auréolés du fait qu'ils n'étaient pas des colonisateurs, et donc plutôt bien vus au départ. S'agissant de l'Arabie saoudite, il y avait déjà eu quelques contacts dans les années 30. Il y avait surtout des pétroliers, la création de l'Aramco, qui, pour la première fois, commence à produire en 1939. Mais je dirais que l'acte fondateur de la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'est l'entrevue sur le croiseur Quincy au large de Port Saïd entre Ibn Saoud, fondateur donc de l'Arabie saoudite, et d'autre part Roosevelt, qui revenait de Yalta et qui était mourant. Enfin, il est mort quelques semaines plus tard. Cette entrevue a fait l'objet de beaucoup de commentaires, mais je rappellerai quelques éléments qui éclairent la suite du problème. On a surtout parlé de l'engagement de l'Arabie saoudite dans la guerre,
du fait que les États-Unis étaient prêts à leur accorder les facilités de financement type prêt-bail comme aux autres belligérants. Donc on était vraiment tout à fait à la fin de la guerre. On a surtout parlé du départ des Juifs allemands des Juifs vers la Palestine, terre d'accueil, avec une réaction très négative d'Ibn Saoud, qui a suggéré qu'après la guerre, ces Juifs restent en Allemagne et bénéficient des biens allemands, des propriétés allemandes qui leur auraient été prises à juste titre, si j'ose dire, et par réciprocité. On a parlé de pétrole, on a parlé de la mise en place du pipeline qui va d'Arabie Saoudite, la pipeline jusqu'à la Méditerranée. Et puis on a parlé aussi effectivement d'une façon générale de pétrole et de sécurité du royaume. Mais il n'y a jamais eu d'accord formalisé, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a même pas, semble-t-il, de procès verbal. Il y a un certain nombre de comptes rendus qui ont circulé, dont certains d'ailleurs sont contradictoires. Mais malgré tout cela, ceci représente, cet entretien informel représente effectivement l'acte fondateur d'une relation privilégiée, d'une alliance stratégique qui, malgré les soubresauts, demeure largement intacte. Donc de Roosevelt à Obama, d'Ibn Saoud à Salman et d'un croiseur en enterrement récent, il y a, semble-t-il, avec la présence remarquée d'Obama et d'un certain nombre de ses ministres, il y a une grande continuité. Comment expliquer cette alliance ? Pourquoi, et qui est d'autant plus surprenante, qu'il existe entre les deux pays beaucoup de sujets qui fâchent. Et malgré ces sujets qui fâchent, les intérêts communs l'emportent pour le maintien de cette alliance stratégique. Les sujets qui fâchent, ils sont réciproques. C'est-à-dire que les États-Unis ont de griefs importants à l'égard de l'Arabie saoudite, mais que l'Arabie saoudite a également des griefs qui sont exprimés de plus en plus vocalement, de plus en plus fort, non seulement, je dirais, par des sources anonymes ou par des déclarations de responsables, mais même par le roi, ou tout au moins par le défunt roi lui-même. Les griefs les griefs américains s'expriment également de façon très, très publique et parfois très critique. Je pense en particulier au rapport annuel du département sur la situation des droits de l'homme, qui est publié annuellement et qui a un long chapitre sur l'Arabie saoudite, qui ne ménage pas les Saoudiens. Il y a naturellement un certain nombre de rapports du Congrès, il y a des rapports de think tanks, en particulier un think tank qui s'appelle Institute for Gulf Affairs, qui est animé par un certain Ali Al-Ahmed, qui est un chiite saoudien, et qui est très violent sur l'Arabie saoudite. Les griefs américains sont de trois sortes. D'abord, la posture anti-israélienne, voire antisémite de l'Arabie saoudite. Ceci relève à la fois, est vrai au niveau de l'opinion, mais également au niveau officiel, et en particulier au niveau de ce rapport annuel sur les droits de l'homme. Au niveau des think tanks, en particulier le Middle East Research Institute, met en ligne toutes les déclarations des actes antisémites venant des pays arabes, et les citations qui concernent l'Arabie saoudite sont particulièrement abondantes. Dénonciation également en particulier des livres scolaires qui sont distribués aux enfants des écoles en Arabie saoudite. Dénonciation du fait que les protocoles de Sion sont un livre qui sont à l'honneur en Arabie saoudite et qui sont largement exploités et diffusés. Deuxième type de grief, tout ce qui concerne les droits de l'homme. Et on rappellera d'ailleurs à ce titre que dans le classement sur la démocratie fait par un certain nombre d'organismes, l'Arabie saoudite arrive en général entre la 150e et la 160e place. Donc il y a effectivement matière à, je dirais, s'indigner sur les droits de l'homme.
Et je dirais tout est visé, à la fois l'absence de démocratie, l'absence de liberté d'expression, les emprisonnements arbitraires, les tortures, l'exploitation des enfants, le régime d'apartheid, je cite, pour les femmes, l'absence de liberté religieuse, ce qui est pour les Américains quelque chose effectivement particulièrement sensible. Enfin, le troisième volet des griefs, c'est tout ce qui concerne le terrorisme. Il faut dire que l'Arabie saoudite a contribué largement au financement du djihadisme à l'incitation des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, qu'il s'agisse dans une moindre mesure de la Bosnie ou de la Tchétchénie. Ceci étant, le 11 septembre a provoqué le choc que vous connaissez, choc d'autant plus rude que 15 des terroristes sur les 19 étaient de nationalité saoudienne. Et donc s'est développé aux États-Unis un Saudi bashing extrêmement violent, d'une ampleur sans précédent, tant au niveau de l'opinion publique qu'à travers un certain nombre d'ouvrages, qu'un certain nombre de rumeurs. On a dit que les autorités, que l'administration avait favorisé le départ de membres de la famille de Ben Laden. Critique extrêmement violente d'un certain nombre de think tanks, projet de loi au Congrès visant à interdire toute aide à l'Arabie saoudite, etc. Ça s'est tassé à partir de 2004 à 2005 et ça s'est, je dirais, terminé, enfin provisoirement, par un rapport de la commission d'enquête sur les événements du 11 septembre, déposé en juillet 2004, qui ne met pas en cause les autorités saoudiennes, mais qui incite les Saoudiens à plus de vigilance. Mais le reproche demeure. Parmi les nombreux rapports qui existent, il y en a un justement sur ce Institute for Gulf Affairs qui est particulièrement critique sur le financement du terrorisme à travers le monde, soit par soutien direct, soit par, je dirais, complaisance venant de l'Arabie saoudite. Les griefs saoudiens sont aussi forts et aussi fortement exprimés. Il est clair que l'opinion publique saoudienne est foncièrement anti-américaine. Au niveau des autorités, il y a un certain nombre d'officiels qui ne se privent pas de déclarer ouvertement, de critiquer ouvertement les États-Unis. Parmi ceux-ci, le prince Turki, ancien chef des renseignements, ancien ambassadeur aux États-Unis d'ailleurs, qui est le patron de la fondation du roi Faisal, dont il est le fils, est extrêmement critique. Mais parfois également, c'est des critiques au niveau du roi lui-même, du roi Abdallah lui-même. Là, il y a, je dirais, quatre types de griefs que je voudrais rappeler rapidement. D'abord, la question palestinienne. Les Saoudiens sont très critiques. Ils ont l'impression d'avoir été floués par les Américains. Ils estiment que les différents présidents, en particulier le président Obama, ont été spécialement complaisants vis-à-vis d'Israël, qu'ils ont manifesté une grande mollesse dans la promotion d'abord des accords d'Oslo et puis, après l'échec d'Oslo, dans la reprise des négociations. Il souligne, je dirais, le recul d'Obama par rapport à son fameux discours du Caire face à Netanyahou. Et c'est sur ce point, d'ailleurs, Turquie récemment a dit qu'Obama ne doit pas se contenter de platitudes et de bonnes intentions, mais de passer aux actes. Et critique plus récente du refus des États-Unis de reconnaître l'État palestinien, dans le cadre notamment du Conseil de sécurité. Très choqués aussi, les Saoudiens sont également très choqués par l'absence du moindre signe un peu positif lorsque le prince héritier Abdallah, en 2002, a présenté à Beyrouth un plan de paix qui avait le mérite de la simplicité, reconnaissance d'Israël contre la création d'un État palestinien dans les limites de 1967. Deuxième grief, l'Irak. On l'a évoqué, j'irai rapidement. Si l'Arabie saoudite a appuyé l'intervention de 90-91, en revanche, elle a vivement critiqué la façon dont la deuxième intervention en 2003 s'était déroulée, avec effectivement comme conséquence la mise en place d'un gouvernement chiite, avec comme autre conséquence le risque d'éclatement de l'Irak. Et donc pour les Saoudiens, cette situation est doublement inacceptable. D'une part parce qu'à Bagdad, capitale historique du monde arabe, il y a maintenant un gouvernement d'apostats, et ceci est
inacceptable et impensable pour les Saoudiens. Et d'autre part, ce gouvernement d'apostat, en plus de ça, n'est qu'une façade, qu'un masque de l'influence iranienne et de l'Iran. Troisième série de griefs de la part des Saoudiens, c'est tout ce qui concerne la promotion de la démocratie et du printemps arabe à l'initiative des Américains. Déjà, le roi Abdallah avait été très, très agacé par les pressions de l'administration Bush au moment du fameux projet de Grand Moyen-Orient, de pression pour qu'il y ait un peu plus de démocratie en Arabie Saoudite, que les femmes puissent bénéficier d'un statut tout de même moins diminué que c'est le cas maintenant. Donc, quelques réformes avaient été esquissées, sans beaucoup d'enthousiasme, mais c'est surtout à l'occasion du printemps arabe qu'effectivement les griefs saoudiens se sont développés quand ils ont vu les Américains encourager donc un processus de démocratisation qui aboutissait à faire disparaître, parfois brutalement, un certain nombre de chefs d'État ou de gouvernement. Et en particulier, la façon dont les États-Unis ont lâché le président Moubarak très rapidement a suscité une réaction très vive du roi Abdallah, et l'histoire veut que lors d'un entretien orageux entre Obama et Abdallah a raccroché brutalement le téléphone tellement il était furieux. Les derniers griefs, je vais rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué, c'est l'Iran. C'est, last but not least, la crainte d'un accord, voire d'un renforcement de la défiance de la part des États-Unis. On a évoqué la fuite et tuer la tête du serpent qu'aurait prononcé le roi Abdallah. Pour les Saoudiens, les États-Unis favorisent l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, en Irak, mais partout. Et effectivement, ils sont tétanisés à l'idée qu'il puisse y avoir un accord sur le nucléaire qui, selon les Saoudiens, pourrait renforcer la main de l'Iran, lui donner un gage d'honorabilité, et qui pourrait, en quelque sorte, renforcer encore son influence sur les différents champs de bataille par procuration que sont la Syrie, le Yémen ou le Bahreïn. Ah donc, sur ce point, vous voyez donc qu'il y a des griefs nombreux, réciproques, exprimés vigoureusement. Les relations ont atteint un point suffisamment critique pour qu'un professeur assez indépendant à l'université Saoud, Khalid El-Doril, dise que la confiance n'existe pas entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Dans ces conditions, on se demande pourquoi l'Arabie Saoudite et les États-Unis ne rompraient pas leurs relations diplomatiques, parce que les griefs que j'ai cités, de part et d'autre, sont tout de même graves, sérieux. Et je pense que, malgré tous ces griefs réciproques, la relation demeure forte et l'alliance stratégique demeure, sinon inchangée, tout au moins reste la base de la relation. À mon avis, pour 3 types de raisons. Le premier type de raison, c'est que le deal initial, pétrole contre sécurité, conserve sa pertinence. S'agissant du pétrole, on pourrait penser effectivement que l'autosuffisance énergétique en perspective des États-Unis fait qu'ils n'ont plus besoin du pétrole saoudien, surtout à un moment où la préoccupation de la diplomatie américaine se tourne de plus en plus vers le Pacifique. Ceci n'est une première remarque, mais c'est un peu une remarque, je dirais, à courte vue. L'Arabie Saoudite reste sur le plan pétrolier très important, stratégique pour les Américains pour 2 raisons. D'abord parce que, effectivement, les États-Unis ne sont pas encore autosuffisants, ils le seront peut-être en 2020, et que le taux de dépendance vis-à-vis de l'Arabie Saoudite est relativement important encore, de l'ordre de 13%. Mais surtout que l'Arabie Saoudite a sur la scène énergétique mondiale un poids déterminant, même si elle n'est plus le premier producteur, pour différentes raisons, parce qu'il est ce qu'on appelle un swing producer, c'est-à-dire un producteur qui peut techniquement
augmenter de 1, 2, voire 3 millions de barils jour sa production dans un espace de temps extrêmement rapide. Parce qu'il est un producteur important, parce qu'il a des réserves considérables, parce qu'il a les capacités techniques, parce qu'aussi il a des réserves financières qui lui permettent de faire ses ajustements sans problème, et parce qu'également il y a la consommation intérieure en Arabie Saoudite est relativement faible. Donc l'Arabie Saoudite peut moduler sa production pour des raisons économiques ou politiques ou stratégiques, et dans le passé, l'Arabie Saoudite l'a fait dans le sens des intérêts des Américains, qu'il s'agisse de la guerre Iran-Irak, qu'il s'agisse de la grève des ouvriers du pétrole au Venezuela en 2002 ou de l'intervention américaine en 2003, le marché n'a pas été perturbé grâce effectivement à l'action saoudienne. La seule exception étant l'embargo de 1973 auquel l'Arabie Saoudite s'est associée et qui avait d'ailleurs provoqué à l'époque un mouvement de panique aux États-Unis. S'agissant de la sécurité, les Américains restent les seuls garants véritables de la sécurité de l'Arabie Saoudite. Certes, les Saoudiens ont tendance à diversifier leurs partenaires, notamment vers l'Extrême-Orient, vers la Chine, vers la Corée ou vers l'Inde. Mais aucun pays ou aucun groupe de pays n'est véritablement une alternative. L'Europe, certainement pas. La France bénéficie, je dirais, de cette diversification et actuellement, les relations sont excellentes, mais il est bien clair que la France ne peut pas se substituer aux États-Unis. La Russie, c'est plutôt l'inverse. Les relations entre la Russie et l'Arabie Saoudite ont toujours été extrêmement difficiles. Les Russes soupçonnons, à juste titre d'ailleurs, les Saoudiens de financer un certain nombre de djihadistes sur leur terre, en particulier dans le Caucase. La Chine a des relations maintenant très importantes avec l'Arabie Saoudite. Elle est devenue le premier client, le deuxième fournisseur, a même fourni des missiles assez pointus à l'insu des Américains dans les années 80. Un nouveau contrat a été établi récemment en 2007, mais là, des missiles de moyenne portée, 2500 km, qui peuvent d'ailleurs être chargés d'un arsenal nucléaire. Mais ceci s'est fait cette fois-ci en bonne intelligence avec les Américains. Mais il est clair que ce n'est pas la Chine qui peut garantir la survie et la sécurité du royaume. La deuxième raison pour laquelle cette alliance stratégique reste incontournable, c'est qu'il y a de part et d'autre des intérêts économiques et financiers majeurs. L'Arabie Saoudite représente pour les États-Unis un marché important, 20 milliards de dollars, surtout dans des domaines extrêmement sensibles, l'aéronautique, pratiquement Saudi Airlines est équipé que de Boeing. Également dans le domaine de l'armement. Entre 10 ans, les 10 dernières années, plus de 75 milliards de dollars ont été vendus par les marchands d'armes américains à l'Arabie Saoudite, et puis naturellement dans le pétrole. En matière d'investissement, les investissements saoudiens aux États-Unis sont importants, aussi bien en termes, je dirais, industriels, participation dans des entreprises, notamment des filiales de Saudi Aramco aux États-Unis sont importantes. À l'inverse, les États-Unis représentent à peu près presque la moitié des investissements étrangers en Arabie Saoudite. La conséquence, c'est que l'Arabie Saoudite bénéficie aux États-Unis de relais d'influence importants, de lobbies importants, qu'il est probable que les Saoudiens participent assez généreusement au financement des campagnes électorales, notamment de la famille Bush, qu'il s'agisse du père ou qu'il s'agisse du fils. La dernière raison de ce maintien d'alliance, c'est que dans le chaos moyen-oriental actuel, l'Arabie Saoudite apparaît comme un élément de stabilité. Un élément de stabilité qu'il faut d'autant plus soutenir que l'Arabie Saoudite, comme on l'a évoqué tout à l'heure, a des fragilités internes. Et que pour les États-Unis, un effondrement de l'Arabie Saoudite ou un renforcement de la dynastie renforcerait encore la situation chaotique du Moyen-Orient.
Certes, l'Arabie saoudite, on peut dire, a contribué à ce chaos en finançant la promotion d'un islam intolérant, qui a été le terreau d'un certain nombre de djihadistes, en finançant également des mouvements suspects, aussi bien sur le terrain, sur le champ de bataille de l'Irak que de la Syrie. Ceci étant, il y a une évolution très nette depuis le 11 septembre, avec un certain nombre de mesures prises par les Saoudiens, qui ont pris un certain nombre de mesures répressives. Il y a pratiquement plus de 10 000 prisonniers qui sont en fait des islamistes ou des djihadistes récupérés et arrêtés par le pouvoir. L'Arabie saoudite a développé un programme de réhabilitation des djihadistes. Et puis surtout, effectivement, l'Arabie saoudite elle-même est maintenant menacée, victime d'attentats djihadistes, dont l'un en 2004 a été particulièrement spectaculaire, et que l'Arabie saoudite est donc visée par Al-Qaïda, et maintenant l'Arabie saoudite est visée par Daesh. Donc, pour les États-Unis, l'Arabie saoudite est un allié indispensable. Les Américains reconnaissent maintenant que la politique répressive et éducative qui fait par l'Arabie saoudite est importante. Sur le plan idéologique, le fait qu'un certain nombre d'imams, notamment à la Mecque, condamnent Daesh comme étant des apostats, ce qui est effectivement la condamnation suprême, va dans le sens dans le bon sens pour les Américains. Et sur le plan financier, il est sûr qu'un coup d'arrêt a été donné à certains financements suspects, peut-être pas à tous, dans la mesure où une partie de ces financements ne relève pas du gouvernement saoudien, mais de princes de cette nombreuse famille royale. Je pense aussi qu'il y a une nouvelle équipe qui s'installe, nouvelle équipe donc avec un nouveau roi, avec le prince Mohammed Ben Nayef, qui est, aux yeux des Américains, est quelqu'un de fiable, engagé dans la lutte contre le terrorisme, et peut-être également qu'arrive au levier de commande une promotion de princes saoudiens éduqués, diplômés d'universités américaines, et ça, c'est un relais d'influence effectivement très important pour les Américains. En conclusion, je rappellerai les propos du secrétaire d'État Kerry à la mort d'Abdallah, homme de sagesse et de vision. Si l'on regarde le site de l'ambassade américaine à Riyad, on peut lire ceci: les États-Unis apprécient le leadership de l'Arabie saoudite en vue de promouvoir un avenir pacifique et prospère pour la région. Un Saoudien a comparé la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite à un mariage catholique. C'est assez surprenant, dans la mesure où le mariage, effectivement, le divorce est impossible. Je crois que la meilleure conclusion peut être donnée par un article récent du New York Times, 24 janvier 2015, menotté à l'Arabie saoudite, lié à ses corruptions et à sa répression. Nous n'avons aucune possibilité immédiate de nous en délivrer. L'intérêt des États-Unis pour la stabilité du royaume et la poursuite de l'existence déplorable et corrompue de la famille royale est malheureusement plus fort que jamais. Le roi est mort, mais notre cauchemar saoudien est loin d'être terminé. Je pense que ceci marque une grande lucidité de la part non seulement de la presse américaine, mais sans doute de ses dirigeants. Bien, merci aux trois intervenants, à la fois pour leurs interventions, en plus d'avoir tenu de manière spectaculaire l'horaire. Donc, la parole à la salle. On va prendre, comme d'habitude, plusieurs questions. Il y a un micro. Voilà. Qui veut commencer ? Oui, là. Oui, bonsoir, Grégoire. J'ai travaillé en Arabie Saoudite, à l'ambassade de France, et j'avais une question, notamment sur les nuances qu'on peut faire vis-à-vis de la position saoudienne vis-à-vis des Iran. En 2014, il y a eu quand même des signes très marquants. La rencontre entre le vice-MAE iranien avec le MAE saoudien, et le 24 janvier, le MAE iranien qui est venu à Riyad présenter ses condoléances.
Est-ce que ce ne sont pas des signes marquants d'une évolution de la relation, sachant que les déclarations que vous avez citées datent de 2007-2008, mais maintenant, peut-être une évolution et une nuance à apporter vis-à-vis de l'antisémitisme saoudien. Je pense que la population est très antisémite, mais est politiquement très anti-israélienne, parce que si ce n'est pas le cas, la monarchie saoudienne perd sa légitimité. Mais vous ne pensez pas que l'Arabie saoudite a des intérêts très convergents avec Israël, notamment sur l'Iran et le Hamas? Merci. Merci. Oui. Il y a une question devant, là. Oui, je rejoins un peu la fin de l'intervention là, qui vient d'être faite pour dire que vous avez pointé parmi les griefs saoudiens contre les États-Unis la question palestinienne. Et effectivement, ce dont on a parlé en tout cas récemment, il y a quelques mois, c'était le rapprochement potentiel, effectivement, et les liens et des échanges qui ont eu lieu entre Israël et l'Arabie saoudite, à la suite effectivement de cette normalisation en cours en fait des relations entre l'Iran et les États-Unis, alors qu'Israël évidemment défend ce qu'on connaît. Oui. Bonsoir, Julien, étudiant à l'IRIS. Ma question en fait porte sur la place géostratégique de l'Égypte dans la politique saoudienne, sachant qu'il y a eu récemment la vente de Rafale et de la frégate, et il est largement financé par l'Arabie saoudite, je pense. Est-ce que vous pouvez confirmer ça et m'indiquer la place géostratégique de l'Égypte? Merci. D'autres Bon, peut-être... Vous voulez que je commence par rapport à l'Iran, donc au supposé rapprochement et au décalage par rapport aux déclarations des années 2004, c'est ça? C'était ça. Je crois qu'il faut être prudent parce que quand j'évoquais l'arrivée au pouvoir de Rouhani, en évoquant son arabisme entre guillemets, et le fait que certains membres du gouvernement, enfin du Sérail, sont des Arabes du Khouzistan, ça ne tient pas compte des tensions qui peuvent traverser le régime iranien. Parce que par ailleurs, il y a les passes d'Aran, etc. Et il n'y a pas du tout une ligne homogène et unique. C'est la complexité du système iranien. Alors certes, de la part de Rouhani, il y avait le souci. Il y a le souci probablement d'éviter que la situation ne dégénère à grande échelle dans un conflit, une déflagration régionale. Et donc il est dans une posture effectivement d'apaisement relatif, mais ça n'empêche pas par ailleurs que certains secteurs du régime iranien, comme les passes d'Aran, la force Al-Quds, aient son propre agenda. Enfin, ce sont des agendas qui se superposent, qui s'interpénètrent, et donc c'est pour ça que c'est très compliqué de pouvoir de répondre de manière très, très certaine sur ce que peut être la position de l'Iran en tant que tel. C'est un kaléidoscope de plusieurs positions qui se combinent et qui arrivent à un résultat qui d'ailleurs évolue en fonction des circonstances sur le terrain et des intérêts à faire prévaloir. Et en l'occurrence, même le président Rouhani ne s'est jamais départi d'un soutien à la cause chiite de Bahreïn, etc. Donc il faut être extrêmement prudent là-dessus. Quant aux Saoudiens eux-mêmes, je pense que l'obsession iranienne est inchangée. C'est absolument, c'est quasi pathologique. Donc il y a une obsession à tort ou à raison, je ne me prononce pas, mais en tout cas d'un supposé complot iranien pour déstabiliser profondément les pétromonarchies et au premier rang desquelles l'Arabie saoudite. Et donc par-delà l'affichage des précédentes déclarations, même si les dernières sont plus modérées, enfin s'il y a moins cet affichage ostensible, sur le fond, je pense que ça ne change rien. Et je dirais même que la perception du danger est encore plus grande pour les Saoudiens aujourd'hui. Juste deux petites remarques à ce propos. C'est d'abord que l'Iran et l'Arabie saoudite ont toujours été en rivalité,
même avant 1979, c'est-à-dire même avant la révolution iranienne. C'est-à-dire il y avait une lutte pour l'hégémonie dans le Golfe, alors que ces deux monarchies, à l'époque, étaient alliées aux États-Unis. Deuxièmement, quand même, pour pas nuancer, mais aussi rappeler qu'il y a eu une période de rapprochement saoudo-iranien avant 2003. C'est-à-dire il y a eu plusieurs années, notamment sous la monarchie, sous la présidence Khatami, où il y a eu un rapprochement, des visites, des échanges, etc. C'est, je pense, 2003 et la chute du régime irakien et la perception par l'Arabie saoudite que l'Irak était en train de basculer, qui a aussi amené cette nouvelle rivalité. Simplement, je dis ça parce que je pense qu'en partie, ça permet de ne pas réduire les conflits à des conflits sunnites-chiites. C'est-à-dire, c'est une des grilles d'analyse, mais ce n'est pas la seule et elle n'est pas toujours pertinente. Il y a aussi les politiques des grandes puissances, enfin de puissances régionales et de leurs alliés, de leurs intérêts stratégiques. Oui, sur la relation entre l'Arabie saoudite et Israël, j'avais prévu d'en parler, mais je n'ai pas voulu être trop long. Mais vous me donnez l'occasion de l'évoquer. Je crois qu'il y a eu une évolution très nette, même si fondamentalement, je dirais, au niveau des manuels des écoles et même de la presse, il n'y a pas, on ne perçoit pas, je dirais, une modification du discours sensible. J'avais été frappé, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël en 2006, surtout pour parler de la question palestinienne, mais ça n'intéressait plus personne, la question palestinienne. On ne me parlait que de la menace existentielle que représentait l'Iran. Et on avançait l'idée que grâce à une coalition of the willing, qui comporterait la Turquie, l'Arabie saoudite et Israël, on pourrait faire face au danger iranien. Alors, on voit mal effectivement cette coalition of the willing se concrétiser, je dirais en tout cas publiquement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a maintenant des contacts à l'évidence entre les Saoudiens et les Israéliens, des contacts secrets, discrets. Il y a aussi le fait, et ça contribue, je dirais, au maintien de l'alliance stratégique, le fait que pour les États-Unis, l'Arabie saoudite peut contribuer à la sécurité d'Israël en justement en étant ce pôle de stabilisation face au chaos moyen-oriental et face notamment, je dirais, à la menace djihadiste qui peut et qui va sans doute toucher également Israël. Juste un mot aussi, c'est à propos de l'antisémitisme qui est en Arabie saoudite, qui est réel. En même temps, il y a une évolution réelle dans le discours des dirigeants et le discours politique. C'est-à-dire, c'est maintenant essentiellement, je ne parle pas au niveau de la population, mais le discours des dirigeants est un discours politique. C'est-à-dire, depuis 2002, il y a très clairement l'affirmation par l'Arabie saoudite qu'ils reconnaîtront Israël le jour où il y aura un État palestinien, je dirais. Et il y a aussi il fut un temps où un journaliste juif ne pouvait pas aller en Arabie saoudite. C'était extrêmement difficile. Maintenant, ils accueillent des journalistes, y compris qui ont la double nationalité israélienne et autres. Il y a quand même quelque chose d'évolution. On a beaucoup parlé des contacts récents parce que, notamment, Turk Faisal, qui est, donc, on a rappelé l'ancien ambassadeur aux États-Unis, l'ancien chef des services de renseignement, a participé à plusieurs débats aux côtés de responsables israéliens. Il a lui-même apporté une réponse à ça et je ne suis pas sûr qu'il faille surestimer ce que ça représente. C'est-à-dire, lui, il a dit, moi, je participe à des colloques internationaux, Davos, etc. Il y a des Israéliens, je n'ai pas de problème à discuter avec eux. Mais nous n'avons pas les mêmes perspectives. Et je pense qu'au-delà de la volonté des dirigeants saoudiens de faire une alliance avec Israël, je pense qu'elle n'est pas matériellement réalisable compte tenu de la situation de l'opinion publique saoudienne. Je pense qu'on peut toujours dire ils voudraient ça, mais compte tenu faire aujourd'hui une alliance alors que la question palestinienne reste sans solution, déjà s'il y avait même un État palestinien, je pense que ça serait très difficile pour l'Arabie saoudite d'expliquer la reconnaissance, le fait qu'il y aura, que c'est ça qu'ils ont dit les Saoudiens. Si demain il y a un État palestinien, il y aura une ambassade israélienne à Riyad. Je pense que ça sera très difficile à expliquer à une partie de l'opinion publique.
Et je ne pense pas qu'ils puissent aller très loin dans cette alliance, au-delà des contacts, au-delà de la convergence de facto. Voilà. Peut-être un mot sur l'Égypte. Pendant une dizaine d'années, l'Arabie saoudite a occupé une place peut-être surdimensionnée dans le monde arabe, essentiellement par défaut, parce que les grands du monde arabe étaient morts ou étaient tombés les uns après les autres. Hein. Saddam Hussein, Assad, Hussein de Jordanie, etc. Il n'en demeure pas moins que l'Arabie saoudite sait très bien que sur le plan militaire, elle ne pouvait pas remplacer, par exemple, l'Irak. Et donc, en fait, il n'y a que l'Égypte, en tant que puissance sunnite, qui soit en mesure d'assurer militairement un rôle significatif aujourd'hui. Et on l'a rappelé tout à l'heure à quel point le roi Abdallah avait très mal vécu et ne l'avait pas envoyé dire au téléphone à Obama, alors qu'il se trouvait encore au Maroc en convalescence, le lâchage de Moubarak. Ça a été vraiment un électrochoc pour les monarchies du Golfe en général, mais pour l'Arabie saoudite en particulier. Et d'une certaine manière, d'autant que les relations étaient excellentes entre l'Arabie et Moubarak, Sisi est un petit peu le fils de Moubarak pour les Saoudiens. Et il est d'autant mieux accepté qu'il les connaît bien, puisqu'il a été attaché militaire à l'ambassade d'Égypte à Riyad. Voilà, donc on renoue avec une continuité. Les Saoudiens ont tendance à dire que l'Égypte est pour eux une question de politique intérieure, puisqu'ils ont 4 millions de travailleurs. D'abord qu'ils ont 4 millions de travailleurs égyptiens sur le sol de l'Arabie saoudite, et deuxièmement qu'à travers la mer Rouge, c'est quelques dizaines de kilomètres entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. D'autres questions? Oui, monsieur. Bon, attendez d'avoir le micro. Vous pouvez faire une intervention, mais pas trop long, s'il vous plaît. Non, rapidement. Non, c'est pour dire qu'une fois, j'étais en Égypte et dans une poste, je cherchais un numéro de téléphone. Et puis, il y a des gens qui étaient derrière le guichet qui viennent me voir et qui me demandent de passer derrière les guichets. Ils me chercheront eux-mêmes le numéro. Puis après, c'était dans un bureau qu'on devait me chercher le numéro. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. En sortant, j'entends les guichetiers qui parlaient entre eux. Ils disent, ça c'est un Israélien, il ne faut pas le laisser au milieu de la population. Bon, d'autres interventions? Oui, là. Oui. Est-ce que vous pensez que le printemps arabe pourra affecter l'Arabie saoudite, ou bien c'est les États-Unis qui protègent l'Arabie saoudite d'avoir cette contamination? D'accord. D'autres interventions? Là aussi, vous avez droit à la parole, bien qu'on ne vous voit pas, que vous êtes caché. Oui, allez-y. Oui, j'ai juste une question concernant l'idéologie saoudienne qui est basée sur le wahhabisme. Comment ils essayent de se distancier de l'État islamique qui repose sur la même idéologie? D'accord. Oui, c'est une bonne question, oui. Bon, qui veut? Oui, sur le printemps arabe, est-ce qu'il va y avoir ou est-ce qu'il peut y avoir un printemps arabe en Arabie saoudite? Je dirais que tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients qui expliquent le printemps arabe en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, c'est-à-dire une jeunesse importante, un nombre important de jeunes. En Arabie saoudite, je crois que les moins de 25 ans doivent représenter plus de 60% de la population. C'est énorme. Une jeunesse en grande partie vacante, faute d'emploi, ou parce qu'il y a un tel système, je dirais, de subvention, d'assistanat que finalement, certains jeunes préfèrent rester chez eux qu'aller travailler. Un régime autoritaire, la corruption, les injustices sociales, donc tous les ingrédients sont là. Et je pense qu'à terme, cette jeunesse, qui est en plus de ça très connectée, comme toutes les jeunesses arabes, peuvent représenter pour la famille royale, pour la famille, si elle ne fait pas des réformes, un réel danger. Ceci étant, je pense que
par-delà cette possibilité de menace interne, il est vrai que le printemps arabe est tout de même moins à la mode en ce moment, pour des raisons évidentes. Je pense aussi que les menaces qui pèsent sur l'Arabie saoudite, sur la famille royale, sont de nature actuellement différente. Effectivement, il y a la menace iranienne, il y a la menace de Daesh, la menace de dissension à l'intérieur de la famille royale, notamment quand on passera à la nouvelle génération de rois, qui s'amorce maintenant. Donc, mon impression, c'est que ce printemps arabe n'est pas sans doute pour demain, mais il est peut-être pour après-demain. Il y a eu un printemps arabe en Arabie saoudite, mais il a été écrasé dans l'œuf. On parlait tout à l'heure de la communication téléphonique du mois de février depuis son hôtel marocain. Ensuite, il a pris l'avion, il est rentré tout de suite en Arabie saoudite. La première chose qu'il a faite a été de recevoir le roi de Bahreïn, qui a été convoqué le jour même du retour du roi. Le lendemain, avant même de partir du Maroc, il avait annoncé des dizaines de milliards, une trentaine de milliards de dollars de plans sociaux, c'est-à-dire construction de logements, recrutement, etc. Au mois de mars, il y a un complément, on arrive à un total de 135 milliards promis sur 5 ans. Et on voit là tout de suite que juste après son avènement, le nouveau roi a également ouvert les comptes en banque. Et puis, le 11 mars, il y avait une journée de la colère qui avait été convoquée en 2011. Et tous les imams dans les mosquées le vendredi ont bien dit que c'était un péché contre Dieu que de manifester contre le roi. Les hélicoptères tournaient en cercle à basse altitude au-dessus des quartiers qui étaient susceptibles de connaître des manifestations. En tout et pour tout, on a connu un seul manifestant qui, à visage découvert, est venu se montrer à la télévision devant des caméras étrangères. Il a été emmené par des policiers en civil. Plus personne ne sait ce qu'il est devenu. Ça s'est arrêté là. Et le 14 mars, les troupes du pacte de Varsovie, les troupes du Conseil de coopération du Golfe, exprimaient la doctrine Abdallah de souveraineté limitée du Bahreïn en franchissant le pont pour prêter main forte à la police de Bahreïn. Donc, et dans la foulée, le roi Abdallah a mené la contre-révolution à l'échelle du monde arabe. Donc les ingrédients étaient là. On a coupé les pousses quand elles étaient encore toutes jeunes, mais tous les ingrédients sont toujours là. Et moi, je ne suis pas totalement... je ne suis pas économiste, mais j'ai lu toutes sortes de choses sur le fait que la population saoudienne, qui a une démographie quand même qui ralentit, mais qui est assez élevée, la consommation d'électricité et d'essence, à un moment donné, le pétrole saoudien ne servira plus seulement à être exporté et à rentrer de l'argent, mais également à satisfaire la consommation intérieure. Or, toutes les promesses de dépenses pour calmer la population, pour coopter, pour acheter la paix, etc., à un moment donné, les courbes vont se croiser. Alors moi, je ne sais pas quand, mais ces choses-là, comme disent les boursiers, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc à un moment donné, ce principe de réalité va se retrouver en pleine figure des dirigeants saoudiens. Oui, concernant justement le lien avec le printemps arabe, effectivement, vous évoquiez la consommation interne. On peut préciser que sur 10 millions de barils produits, il y en a 3 qui sont déjà consommés en interne, que ça monte, d'où l'enjeu d'ailleurs d'une réflexion sur un mix énergétique avec des centrales nucléaires qui pourraient être installées en Arabie, etc. Ce qui est intéressant dans le cas du printemps arabe, c'est qu'effectivement, ça a été anesthésié avec 135 milliards de dollars, poursuivi par le roi Salman. Mais ce qui est intéressant politiquement, c'était que la répression des frères musulmans arrivés au pouvoir s'inscrivait aussi clairement dans une hantise de déstabilisation. C'est un peu paradoxal quand on pense que les frères musulmans sont des sunnites, et effectivement que c'est une forme d'islam politique. Mais le problème pour ces pétromonarchies, c'est que les frères musulmans s'inscrivaient clairement dans une logique islamo-républicaine. Et évidemment, une logique islamo-républicaine, c'est dévastateur pour des régimes qui sont autoritaires et héréditaires. Et d'ailleurs, chose doublement intéressante, dans le cas de la contre-révolution menée par le roi Abdallah, puisque c'était lui quand même le fer de lance de cette contre-révolution interne au monde arabe, il y avait un volet anti-iranien clairement assumé, c'est-à-dire que ça s'est passé un peu inaperçu, mais il y avait des accusations récurrentes d'une alliance objective entre les frères musulmans et Téhéran.
justement dans sa variable islamo-républicaine. Ça n'a pas été démenti très fermement d'ailleurs par Téhéran. Et il y a même des rumeurs de contacts qui avaient eu lieu entre Soleimani, le chef d'Al-Quds, qui serait venu voir Morsi en Égypte, justement au moment où Morsi commençait à avoir des problèmes. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le président Morsi a été accusé de traîtrise et de trahison d'intelligence avec l'ennemi. Donc on voit bien que cette affaire des printemps arabes pour les pétromonarchies de l'Arabie saoudite était un enjeu majeur, à la fois en interne et en externe en fait. Juste un mot là-dessus, après je dirai un mot sur l'idéologie, c'est qu'il faut bien comprendre, la société saoudienne a été profondément bouleversée en 30 ans. On en a encore souvent une vision qui est très loin de la réalité. C'est-à-dire, il y a des couches moyennes maintenant en Arabie saoudite, il y a des gens qui ont été à l'université, il y a des écrivains, il y a une littérature, il y a... je crois que c'est important à prendre en compte parce que c'est aussi... l'expression de ces nouvelles couches se heurte, je veux dire, à un immobilisme inimaginable du système, quoi. Et aussi, il faut le dire, parce que ça, à mon avis, ça s'accroît, à la fois une corruption qui n'a jamais été aussi forte, et en plus avec un nombre de princes qui, je veux dire, il y a aujourd'hui des milliers de princes qui sont les petits-fils du roi Ibn Saoud. Ça fait beaucoup de gens qui, chacun, veulent leur part du gâteau. Et aussi un appareil administratif qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire vraiment, je pense que tout ça crée, je crois, les ingrédients. Alors, sur la question de l'idéologie, bon, je veux dire, c'est évident que dans les 40 dernières années, l'Arabie saoudite a fait triompher, mais pas seulement, enfin, dans le monde arabe et musulman, une version de l'islam qui, jusqu'à présent, était considérée par la plupart des musulmans comme une secte. C'est-à-dire les wahhabites, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout la norme. Eux, à travers après 1973, avec l'augmentation des prix du pétrole, ils ont pu développer exporter cette vision du pétrole massivement à travers la construction de mosquées, les financements, etc., et l'exportation de milliers de gens qui sortaient de leurs universités islamiques, dont ils ne savaient pas d'ailleurs quoi faire, et qu'ils envoyaient à travers le monde prêcher la bonne parole. Le problème, c'est qu'à partir, à mon avis, notamment, enfin ça s'est exprimé à partir de 1990-91, la contestation à 90-91, c'est l'appel aux troupes américaines face à l'Irak. La contestation essentielle, parce qu'il y avait une contestation libérale, a pris des formes qui empruntaient à cette idéologie wahhabite. C'est-à-dire, c'est au nom de la propre idéologie du régime, je dirais, que les gens, qu'une partie de la population s'est révoltée. Et c'est aussi à partir de leur propre idéologie que des groupes comme Al-Qaïda se sont aussi développés. Même si, bon, en fait, il y a aussi une liaison, à mon avis, avec... je dis beaucoup de ces cadres vont venir aussi des frères musulmans, d'une lecture, enfin en tous les cas des tendances radicales des frères musulmans. Et je crois qu'à partir d'un moment, le pouvoir s'est rendu compte, surtout en 2003-2005, quand il y a eu les attentats d'Al-Qaïda en Arabie saoudite, s'est rendu compte qu'il y avait une vraie menace. Il faut rappeler, moi j'ai des souvenirs, je raconte toujours, après 2001, je suis allé en Arabie saoudite, les plus hauts responsables du ministère de l'Intérieur qui disaient le 11 septembre, mais vous plaisantez, il n'y avait pas un Saoudien dans les attaques, c'était je ne sais pas qui sont, les Américains nous ont donné des noms, mais ils ne comprennent rien aux noms, je veux dire, on n'a jamais retrouvé ces gens-là, etc. Et c'est Abdallah d'ailleurs, c'est le roi Abdallah qui a imposé au service saoudien de collaborer réellement avec les Américains sur la répression contre ces groupes dont certains venaient d'Arabie saoudite. Le problème, c'est que là, la direction saoudienne se retrouve face à une contradiction. C'est d'un côté, une partie de sa légitimité vient de l'establishment religieux qui, pour l'essentiel, développe ces thèses, disons, wahhabites, et qu'en même temps, ils veulent le réformer. Et on a vu d'ailleurs dans la dernière période, je veux dire, il y a eu de très fortes pressions du roi et de la famille royale sur l'establishment religieux pour qu'ils disent que Daesh, c'est des
ce ne sont pas des bons musulmans, etc. Mais ça ne s'est pas fait spontanément. Donc là, il y a une contradiction. Il ne faut pas oublier que la légitimité religieuse est essentielle pour les Saouds. Donc ils sont dans une contradiction, à la fois la peur que leur propre idéologie ne renforce des courants ultra-radicaux et le fait qu'ils ne peuvent pas se heurter non plus de front. Enfin, c'est difficile de se heurter de front à leur... voilà. Je voudrais compléter là-dessus. Il y a deux choses totalement différentes qui ne doivent rien avoir l'une avec l'autre. La sécurité et l'idéologie. Sur la sécurité, tous les chefs religieux donneront toujours raison au gouvernement. Sur l'idéologie, moi, j'ai peut-être pas tout vu, hein, j'ai sûrement pas tout vu, mais il n'y a pas de distanciation sur le fond. On dit simplement ce sont des déviants. Et comme tous les mouftis et autres grands chefs religieux sont nommés par l'État et doivent leur place à l'État, etc., ils ne peuvent pas faire autrement qu'obéir aux instructions très strictes qu'ils reçoivent. Mais ils le font payer. C'est-à-dire qu'en échange, ils demandent à l'État de renforcer le contrôle sur l'éducation, sur tout ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui a une constante. Si on prend par exemple le soulèvement de la grande mosquée de la Mecque en 79, c'est exactement le même scénario qui s'est produit. Alors, ce que rappelait à l'instant Alain Grèche, il y a eu un tournant effectivement en 2003 parce que le 12 mai 2003, il y a eu un attentat au camion piégé dans un compound du centre de Riyad qui était habité majoritairement par des Arabes, des Libanais, des Soudanais et quelques Saoudiens. Et tant que les attentats faisaient des victimes essentiellement parmi les Occidentaux, ce n'était pas véritablement un problème pour une bonne partie de la population. Dès lors que les Arabes et des Saoudiens en ont été victimes, ça a tout changé. Et du jour au lendemain, on a vu la coopération de la population qui a permis de localiser des cellules d'Al-Qaïda. Les journaux ont commencé à suivre en temps réel des forts Chabrol où des djihadistes étaient enfermés dans des immeubles avec des hélicoptères qui volaient à mi-hauteur. Et tout ça a été relaté pratiquement en temps réel dans les médias saoudiens. C'était du jamais vu avant et on ne l'a pas trop revu après non plus. Voilà. D'autres questions, interventions, remarques Non? Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que l'Arabie saoudite voudrait vraiment la chute du régime syrien de Bachar al-Assad alors qu'elle s'est efforcée pour faire échouer la révolution des pays du printemps arabe, par exemple l'Égypte, le Yémen, puisque la victoire de la révolution syrienne et de ces révolutions du printemps arabe sera un exemple et donnera l'espoir au peuple saoudien? Ce qu'on peut dire, mais je vais passer à... c'est que, disons, le régime saoudien a été extrêmement prudent à l'égard de la Syrie jusqu'à la fin de l'année 2011. C'est-à-dire, contrairement à d'autres pays, comme la Turquie ou le Qatar, il n'est pas intervenu tellement dans les affaires syriennes. C'est à la fin de 2011, après avoir essayé d'obtenir, comme beaucoup d'autres dirigeants, que Bachar el-Assad fasse des compromis, qu'il s'est lancé dans le soutien à la, je pense réelle, mais à l'opposition, enfin, à certaines fractions de l'opposition syrienne. Oui, concernant les relations entre le roi saoudien et le régime syrien n'ont pas toujours été épouvantables. Il y avait des liens anciens. On peut pas. Oui, il y a eu des hauts et des bas. On peut pas en fait faire abstraction du prisme de la représentation avec le lien avec l'Iran. Le problème du régime, c'est que c'est pas vu comme un élément du printemps arabe, c'est vu comme un maillon d'un croissant chiite qu'il faut casser. Donc clairement, alors c'est vrai qu'en plus ils ont été relativement prudents, mais ils se sont engagés d'autant plus après qu'il y avait une rivalité avec le Qatar, qui justement manifestait des velléités d'expansion inversement proportionnelles à sa taille, et donc de ce point de vue-là, ça posait un problème aux Saoudiens, et donc ils ont opté, ils ont soutenu leur cheval, même si initialement c'était plutôt le duo Turquie-Qatar qui a soutenu le début de la militarisation de la révolte. Mais de toute façon, vu de Riyad, c'est clairement, on n'est pas dans le registre des printemps arabes en tant que tel. On est vraiment dans la lecture confessionnelle et de fracturation du croissant arabe. Denis Bochard.
Oui, je pense qu'il y a eu une évolution parce que, effectivement, là aussi, on retrouve des contradictions. Déstabiliser Bachar, c'est apparaître comme une force révolutionnaire. Or, manifestement, les Saoudiens en Syrie n'ont pas comme objectif de promouvoir la démocratie en Syrie, hein, dans l'aide aux différentes oppositions. Mais effectivement, les choses ont évolué et maintenant, compte tenu de l'évolution de la situation en Syrie, il est clair que l'Arabie saoudite considère qu'il s'agit d'un combat maintenant contre l'Iran par procuration, qui est à peine par procuration, parce qu'il est de plus en plus évident que non seulement il y a des troupes du Hezbollah financées, équipées, etc., soutenues politiquement par l'Iran, mais il y a également des milices chiites venant d'Irak, voire le brave général Soleimani qui se fait connaître également en Irak avec la force El-Quds, qui a également des éléments en Syrie. Donc maintenant, la Syrie, c'est très clair, c'est un champ de bataille par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais juste pour montrer les contradictions de cette politique, au début de l'année 2014, l'Arabie saoudite a pris des mesures extrêmement sévères à l'égard de tous Saoudiens qui allaient combattre en Syrie. Et c'était très clair qu'ils ont fait des déclarations en demandant à leur ambassade en Turquie de rapatrier tous les gens. Ils ont dit aux gens de se rapatrier, etc. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas la chute du régime, c'est parce qu'ils ont peur du retour de ces combattants chez eux. Et on a eu l'impression, en tous les cas, parce que c'était Mohamed Ben Naïf qui était devenu ministre de l'Intérieur, que pour lui, l'essentiel, c'était vraiment empêcher que le mouvement se développe à l'intérieur de l'Arabie saoudite, et donc d'empêcher que des milliers, on pense qu'il y a eu des milliers de Saoudiens qui ont été combattre, d'arrêter le flot et d'obliger les gens à rentrer. D'autres questions ? Mademoiselle ? Merci. Je voulais juste vous demander par rapport à ce que vous pensez de l'Arabie saoudite et de sa politique étrangère, du coup, parce qu'on voit quand même qu'elle fait face à beaucoup de dangers et de menaces. On le voit même, selon moi, je vois même une porte plutôt de déclin plutôt qu'ascendante, contrairement à l'Iran, qui la reconnaît un regain, qui est très présent en Irak, qui clairement avance ses pions très bien au Liban, comme en Syrie, et à l'inverse de l'Arabie saoudite, qui a plus, on donne l'impression qu'il est plutôt fragmenté et qui perd ses pions un peu partout, et que le pétrole suffit plus à financer à gauche à droite. Donc clairement, comment ils peuvent réaffirmer leur présence qu'ils ont eu à un moment donné, parce que même leurs alliés sunnites ont aussi leurs agendas. Les Turcs vont pas du tout coopérer. Le Qatar l'a bien montré aussi. Donc comment ils peuvent se réaffirmer dans un tel espace ? On dit ça depuis la création de l'Arabie saoudite, donc ça finira peut-être par être vrai, mais ils ont une résilience qui est quand même assez impressionnante. C'est-à-dire que d'abord, à l'intérieur, il n'y a pas d'alternative crédible à la famille royale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui voudraient autre chose, mais il n'y a pas d'alternative crédible. Et ces princes irriguent absolument tous les services de sécurité, tous les ministères, enfin tout ce qui compte. Deuxièmement, ils n'auront pas de l'argent du pétrole jusqu'à la fin des temps, mais encore pour un certain temps, et notre horizon de prévision est quand même relativement limité. Donc je disais tout à l'heure qu'au cours des 10 dernières années, l'Arabie a joué un rôle qui est probablement légèrement surdimensionné par rapport à son importance réelle. Elle l'a fait par défaut, mais il faut reconnaître que le prince puis roi Abdallah a tenu son rang, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'être un gérant de la situation. Il a fait des propositions, il a pris des initiatives, il s'est fâché avec les Américains, mais au lendemain du 11 septembre, il a augmenté la production de pétrole pour bien montrer aux Américains que le pacte tenait toujours, etc. etc. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer ni l'intelligence, ni la capacité d'initiative des Saoudiens. Il ne faut pas non plus sous-estimer leur capacité d'agir contre leurs propres intérêts par obsession. Et ça, c'est vrai de tous les pays de la région. Une capacité à se tirer une balle dans le pied, évidemment, n'est pas spécifique à l'Arabie saoudite. Mais en même temps, moi, je partage un peu ce que vous dites, c'est-à-dire ils ont perdu, c'est-à-dire leur impression, ils ont perdu la Syrie, ils ont perdu l'Irak,
ils ont failli perdre le Liban, il y a finalement un compromis, et ils ont perdu le Yémen. Et ils ont ce sentiment de... Enfin, moi, ça m'a frappé la dernière fois que j'ai fait quelque chose, j'ai été là-bas, ce sentiment d'être encerclé. Et quelqu'un, un journaliste saoudien m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très bien. Il a dit, et il l'a dit publiquement dans une assemblée de responsables saoudiens, il a dit le problème, c'est pas l'Iran. L'Iran, ils ont une politique et c'est normal. Le problème, c'est nous. On n'a plus de politique. Et quand on voit ce qui s'est passé au Yémen, je pense que c'est intéressant parce que la manière dont ils ont laissé échapper le Yémen, c'est quand même aussi lié, à mon avis, à des problèmes dans la famille royale. C'est-à-dire, on a parlé de Saoud El Faisal, qui est ministre des Affaires étrangères depuis 40 ans, mais il est un ministre qui se déplace très difficilement. Il n'y a pas un dynamisme de cette politique. Aujourd'hui, il y a une espèce de vieillissement. Alors, en même temps, il y a un renouvellement d'autres cadres. Mais on a l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de mal qu'avant à avoir une stratégie cohérente. Et ça, c'est une question. Alors, est-ce qu'elle est liée aux hommes? Est-ce qu'elle va être changée parce qu'il y a la nouvelle génération qui arrive ou non? Mais réellement, aujourd'hui, je pense que c'est pour eux un vrai problème. Non, pour ajouter, pour abonder justement, c'est vrai. L'Arabie Saoudite est probablement quand même à un tournant important et la succession, les modalités de la succession qui ont eu lieu là, le montrent avec le passage potentiel à la deuxième génération, en l'occurrence avec Mohamed bin Nayef, puisqu'il a été promu comme vice-prince héritier. C'est vrai qu'il y a un manque de lisibilité. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'une des réformes du nouveau roi, ça a été de mettre en place un nouveau complexe sécuritaire qui regroupe à la fois un versant économique et sécuritaire en interne. Parce qu'ils sont bien conscients que là, il y a un enjeu majeur, y compris par rapport à la société saoudienne, et qu'il y a un manque de lisibilité pour tout le monde, et qu'ils essaient de centraliser, enfin en tout cas Mohamed bin Nayef essaie de centraliser effectivement les principaux vecteurs de pouvoir pour développer une stratégie qui soit cohérente, parce qu'il y a une forme d'épuisement de la lecture saoudienne, et le fait que le prince Saoud Al Faisal soit à nouveau là, ça confirme effectivement ce vieillissement et cette absence de renouvellement qui devient un problème majeur aujourd'hui pour le royaume. Je crois qu'il y avait une question au fond, non? Y a-t-il une vision saoudienne de la situation en Libye? Bonne question. Et on vous remercie de nous l'avoir posée. Mais moi, je n'ai pas cette vision, mais on a cru comprendre que, par exemple, les Saoudiens n'étaient pas très heureux des initiatives égyptiennes d'aller bombarder à tout va en Libye, au risque d'entraîner toute la région dans quelque chose qui leur échapperait. Et ça pourrait être l'une des explications des quelques propos un petit peu réservés à l'égard de Sisi qu'on a pu entendre il y a pas tout à fait un mois. Voilà. En dehors de ça, moi, je n'ai pas de lumière particulière. Je crois que la disparition de Kadhafi n'a pas trop choqué le roi Abdallah, qui avait des relations personnelles un peu difficiles. Voilà. D'ailleurs, en l'occurrence, Kadhafi avait fait un complot contre le roi Abdallah, et donc on ne peut pas dire que le roi Abdallah ait effectivement été désespéré de sa disparition. il faut dire que dans le monde arabe, personne n'a été désespéré. En revanche, ce qu'on a peu noté, c'est qu'en Afrique, ce n'était pas du tout le cas. Et d'ailleurs, en fait, les dernières années de Kadhafi, il a eu une politique africaine qui lui ont donné un vrai prestige. Je veux dire, donc, on a aujourd'hui beaucoup de mal qu'on a ici beaucoup de mal à comprendre, mais qui était réel. D'autres interventions, questions? Oui. Bonsoir. Merci pour vos interventions extrêmement intéressantes. Moi, j'aimerais savoir en fait si dans le cadre en fait de l'accord, de la recherche d'un accord avec l'Iran, si l'Arabie Saoudite en fait a des moyens en fait pour faire échouer cet accord. Est-ce dans quelle mesure elle est en relation avec le P5+1 ou voilà. Et autre question, en fait, on a évoqué récemment l'existence d'un rapport d'enquête sur les attentats du 11 septembre, donc qui serait au Congrès américain, qui ne serait
qu'Obama refuserait de déclassifier et qui incriminerait grandement les Saoudiens. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous en savez plus, et surtout pourquoi est-ce que ça sort maintenant? Est-ce que c'est un moyen de faire pression avec les Saoudiens? Sur les Saoudiens, pardon. On va prendre les dernières questions, là, s'il y en a encore. Bonsoir. J'ai dû m'absenter quelques minutes. Alors peut-être que vous avez répondu à la question, mais je vais la poser. Finalement, que reste-t-il pour l'Arabie saoudite comme relais de sa puissance, entre guillemets, en Syrie, aujourd'hui, dans le paysage? Elle a perdu manifestement, mais voilà, quelles sont les forces identifiées comme étant ses relais? Et un peu la même question sur l'Irak. D'accord. Bon. Je vais donner la parole aux 3 intervenants pour conclure, enfin, en répondant aux questions, évidemment. Non, mais la première, pardon. Sur l'Iran nucléaire, le rapport, c'est les fameuses 28 pages du rapport du Congrès, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est une très vieille histoire. Et c'est intéressant de savoir que ça ressort maintenant. Peut-être que ça n'est pas totalement sans rapport avec le fait qu'on s'attend à un possible accord d'ici la fin de la semaine. Donc il y a des gens qui, n'étant pas d'accord avec cette chose-là, font en sorte que ça ne se passe pas. Et voilà pourquoi on reparle de ces pages. Parce que même si je n'en ai pas lu le contenu, la substance des 28 pages est connue depuis longtemps. Hein. Ce serait la complicité de niveau important au sein de la famille royale à l'égard des terroristes. Bon, ça a été dit quasiment au lendemain des attentats et ça figurait dans ce rapport. Et comme les 28 pages ont été classifiées, il y a immédiatement, dès cette époque, eu de bonnes âmes pour expliquer pourquoi on ne savait pas le contenu, en donnant la substance du contenu. Les capacités de l'Arabie saoudite à empêcher un accord avec l'Iran, je pense qu'ils ont épuisé tout ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont dû entendre la semaine dernière John Kerry expliquer où ils en étaient. Il n'a pas dû rentrer trop dans les détails, histoire de les calmer, les pays du Golfe. L'Arabie saoudite n'est absolument pas convaincue. Sur ce point-là, elle est totalement sur la même ligne que Netanyahou, qui d'ailleurs, à plusieurs reprises, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, publiquement a souligné ces convergences de vues avec les monarchies du Golfe. Mais ils n'ont plus les moyens d'empêcher que cet accord soit signé, si toutefois il doit l'être. Mais ce ne sera pas entre leurs mains. Oui, sur les relais de l'Arabie saoudite en Syrie, c'est vrai, effectivement, compte tenu de ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il y a une certaine prudence maintenant dans les groupes qui reçoivent des financements, voire de l'armement d'Arabie saoudite. Il y a une politique sans doute assez imprudente du prince Bandar, qui était à l'époque chef des services des renseignements et qui a été limogé au début de l'année 2014, sans doute parce qu'il avait commis un certain nombre d'imprudence. Il est vrai aussi qu'au niveau de la coalition nationale syrienne, pendant un certain temps, il y a eu plusieurs présidents qui étaient manifestement sous influence saoudienne. Ce n'est plus le cas de celui qui vient d'être élu, et dont j'ai oublié le nom, et qui est effectivement plutôt assez proche de la Turquie plutôt que de l'Arabie saoudite. S'agissant des relais en Irak, effectivement, l'Arabie saoudite en a peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que les relations avec, de toute façon, les relations avec le gouvernement irakien restent difficiles. Je crois pas que l'Arabie saoudite ait réouvert son ambassade à Bagdad. Si, ils l'ont réouvert. Oui, sur l'impression des amis américains, je suppose. Mais là, effectivement, on compte sur l'Arabie saoudite, surtout s'agissant de la coalition contre Daesh. On compte sur l'Arabie saoudite surtout pour arrêter certains financements, pour surveiller, je dirais, les fondations et les princes qui seraient tentés effectivement de continuer à irriguer des financements vers des groupes suspects.
On compte sur l'Arabie saoudite également pour la guerre idéologique. C'est très bien. Plus l'Arabie saoudite dit que les combattants de Daesh ne sont pas des musulmans, ce sont des terroristes, ce sont des apostats, ça va certainement dans le bon sens, si j'ose dire, de ce point de vue-là. Mais autrement, il n'y a manifestement pas un engagement aussi évident que par exemple, l'engagement assez ostentatoire, je dirais, du roi de Jordanie dans la coalition. Je pense que cette prudence s'explique pour différentes raisons, et notamment du fait que l'opinion publique saoudienne est sans doute... je dirais, ce sont des affinités, ou tout du moins une partie d'entre elles, ce sont des affinités avec les valeurs, entre guillemets, de Daesh. Juste concernant les relais en Irak, ces relais en fait peuvent transiter ou pas par les tribus, parce que notamment, mais ça concernait surtout l'ancien roi Abdallah qui était d'affiliation chamar. Il se trouve qu'il y a des tribus chamar dans la région de Mossoul, etc. Et donc le problème, c'est que ces tribus ont été mobilisées avant pour une autre fin, et donc l'émergence de Daesh, etc. C'est aussi une agrégation de tribus pour un autre projet. Donc c'est très contradictoire. Alors ce qui est vrai, c'est que avec la disparition du roi Abdallah, on ne sait pas si la mobilisation de ces relais chamars va être maintenue aussi facilement qu'avant. En tout cas, s'il y a des relais, ça passe quasi essentiellement par une forme de tribalisation territoriale, justement pour reprendre la main sur le groupe Daesh. Ça, c'était pour le nord de l'Irak. Et concernant l'Iran, oui, il y a effectivement, les Saoudiens aimeraient bien que les négociations n'aboutissent pas. C'est évident, hein, on va pas, ça sert à rien de masquer les choses, c'est une évidence. En revanche, leur capacité, j'allais dire, de blocage est quand même très faible. Le prince Saoud Al-Faisal s'est invité une fois ou deux de manière inopinée dans les négociations qui avaient lieu à Genève et ailleurs. Il n'était pas du tout officiellement invité puisqu'il ne fait pas partie justement des 5+1, mais c'était une manière de manifester son mécontentement. Pour autant, le poids de ces manifestations est quasi inexistant pour une éventuelle finalisation d'un accord, parce que les enjeux sont bien au-delà du seul cas saoudien. Et donc, les Américains veulent absolument, les Iraniens probablement également, parvenir à un accord sous une forme ou sous une autre, avec tous les attendus qui peuvent surgir au regard de la situation actuelle et de la lutte contre l'extrémisme sunnite. La question, et on terminera là-dessus, c'est effectivement de savoir si au lendemain de cet accord, l'Arabie saoudite a le choix. Soit elle essaye de renouer d'une manière ou d'une autre avec l'Iran. Et là, je disais que le ministre des Affaires étrangères iranien a annoncé se féliciter de la reprise du dialogue stratégique entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Soit de continuer sur la même politique d'isolement. C'est un choix très important, et ça donnera l'occasion d'avoir un autre débat ici. Et merci à tous.